Bonjour, aujourd'hui je réponds à une commande en quelque sorte. L'un d'entre vous m'a contacté pour parler de Tintoret. Il y a une logique dans cette demande. Nous avons parlé de Véronèse et Titien. Il était donc légitime que l'on s'attarde aussi sur le troisième. Plusieurs œuvres de Tintoret sont également exposées dans la salle de la Joconde, à côté de nos deux grands. Bien évidemment, j'ai choisi la plus impressionnante. Sur la vie de l'artiste, on ne sait pas grand-chose. Hormis un bref passage à Mantoue, Tintoret a passé toute sa vie à Venise. Il serait né entre 1518 et 1519. La date de sa mort est connue, probablement inscrite dans les annales en raison de sa célébrité. Une fin de vie remplie de tristesse, car sa fille adorée décède avant lui. Son nom vient de la profession de son père, teinturier, Tintore en italien, et tau pour petit. Et voilà notre artiste surnommé Tintoretto. Élevé dans les pigments, lui préférera teindre la toile de maître. Les témoignages sur l'œuvre et la personnalité de l'artiste sont très contradictoires et divergents. Essayons toutefois de faire son portrait à travers l'œuvre que je préfère, œuvre qui aura grandement contribué à sa notoriété. Ce tableau fait partie d'une série dédiée à Saint Marc. On l'a vu, Saint Marc c'est le saint de Venise. Voici son histoire. Vivant au 1er siècle de notre ère, il aurait fait naufrage dans la lagune. C'est le moment où il rencontre un ange qui lui prédit qu'il reposera à Venise et ajoute « Que la paix soit avec toi, Marc, mon évangéliste ». Plus tard, Saint Marc s'était rendu à Alexandrie, où selon la tradition, il aurait fondé l'église d'Égypte. C'est dans le port de pêche d'Alexandrie, à Bucol, qu'il est capturé par des païens et martyrisé. On lui met une corde autour du cou et on le traîne dans les rues du village. Après qu'il ait succombé à son supplice, on veut le brûler, mais un violent orage éteint les flammes du bûcher et fait fuir ses tortionnaires. Les chrétiens d'Orient profitent alors de la débâcle pour ensevelir son corps. Au début du IXe siècle, suite à l'affrontement avec Pépin d'Italie, Venise n'est plus qu'un amas de cendres. Un traité de paix met la Sérénissime sous la domination de Byzance. C'est cool ça, Byzance c'est loin, ce qui laisse à Venise une grande autonomie. Le 11e doge de la région vient alors s'installer à Rialto. Il fait rebâtir le quartier qui devient alors le cœur de la cité. Il modernise la ville et fait construire le Grand Canal. Il veut aussi un saint patron pour la ville, à la hauteur de Saint-Pierre pour Rome. Peu après son élection en 827, le doge décide donc de faire rapatrier la dépouille de Saint Marc à Venise. Pour ce faire, il envoie 2 marchands en Égypte. Afin que le vol passe inaperçu, les marchands mettent le corps de Saint Claude en lieu et place de celui de Saint Marc. Pour éviter les contrôles des musulmans, ils placent les reliques du saint dans des paniers et recouvrent le tout de viande de porc, sachant pertinemment que cette viande est proscrite par la religion musulmane et que les gardes n'y toucheront pas. Et voilà les reliques de Saint Marc revenues à Venise, où elles sont placées dans une chapelle à côté du palais des doges, chapelle sur et autour de laquelle on construira la basilique Saint-Marc. Maintenant voyons comment Tintoret représente l'histoire. Il inscrit la scène dans une architecture italienne, alors que l'enlèvement s'est déroulé en Orient. La seule note orientale ici, c'est le chameau. Il fait un raccourci espace-temps incroyable aussi. Le ciel rappelle l'orage de l'ensevelissement, au 1er siècle donc, alors qu'avec l'enlèvement, on est là 8 siècles plus tard. Vous admettrez que Tintoret fait preuve d'une étonnante liberté avec les textes. Comme chez Véronèse, on retrouve chez Tintoret un goût prononcé pour la théâtralité. Tintoret avait brièvement étudié dans l'atelier du Titien. On se souvient qu'il était tombé dans la marmite de couleurs dès son enfance. Pas étonnant donc qu'il ait été très sensible et influencé par le coloriste Titien. Il paraît qu'il affichait à l'entrée de son atelier le dessin de Michel-Ange, la couleur du Titien. Arrogance ou hommage? Pour autant, Tintoret ne sera pas fan des couleurs vives, habituellement utilisées par les maniéristes. On retrouve l'influence de Michel-Ange dans le corps de Saint Marc. La torsion de son corps n'est pas uniquement due à l'absence de vie, mais s'inscrit dans le maniérisme ambiant, comme celui qui porte les pieds. Souvenez-vous, on a vu les caractéristiques de ce mouvement avec Arcimboldo et Véronèse. Ce qui est propre à Tintoret, c'est la dramatisation de la scène, et la fougue qui dirigeait son pinceau, d'où son surnom d'ailleurs, le Furieux, pour souligner son écriture rapide et expressive. Sa formation reste assez mystérieuse, même si les experts citent plusieurs artistes. Pour autant, ce qu'on sait, c'est qu'il a beaucoup appris par lui-même, une sorte de self-made man. On sait qu'il réalisait des modèles en cire, qu'il plaçait dans des décors de carton et de bois. En jouant sur l'éclairage, il pouvait moduler les effets d'ombre et de lumière, ce qui sera souvent à l'origine de contrastes importants, d'éclairs obscurs très marqués, voire exagérés, permettant de dramatiser la scène et donnant parfois un aspect mystique à sa peinture. Il accrochait aussi ses modèles au plafond pour pouvoir perfectionner les points de vue en contre-plongée, le fameux Soto Insu, devenant grâce à cette technique l'un des maîtres absolus du raccourci. Voici quelques adjectifs qui pourraient définir Tintoret. Studieux,
jusqu'au boutiste, travailleur, passionné, perfectionniste, mais aussi épicurien, libre, voire libéral. Il n'hésitait pas à casser les prix. Il a même réalisé des portraits gratuitement pour se faire de la publicité. Pareil pour certaines fresques, qu'il réalise dans des bâtiments en construction, juste pour s'exercer. Une fois son savoir-faire assuré, il se met à offrir ses services aux ecclésiastiques en échange du remboursement des frais de matériel. Pas étonnant qu'avec de telles pratiques, il se soit gagné l'inimitié de ses collègues. C'est cette complexité qui engendrera des réactions opposées. Soit on adore, soit on déteste. Cela dépend du curseur. La priorité est-elle donnée à l'œuvre ou mettons la personnalité de l'artiste en avant? En tout cas, il ne laisse pas indifférent. Dans le prochain épisode, nous examinerons en détail ce tableau de Tintoret au Louvre. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.